Bonjour à tous, Éric Dumont, je suis directeur santé-sécurité pour Lafarge France. Donc, toutes les opérations de Lafarge en France, c'est à peu près 5600 personnes. On a une dizaine de cimenteries, 160 carrières et 260 centrales à béton. Donc une activité extrêmement éclatée avec la coexistence de sites purement industriels sur lesquels il y aura une centaine de personnes et de sites centrales à béton sur lesquels on aura 2 personnes, 5, 10 personnes. Je vais prendre 2 précautions oratoires avant de commencer. La première, c'est que je ne suis pas un spécialiste de la santé-sécurité, je suis un opérationnel qui est venu à la santé-sécurité lorsque Lafarge s'est engagé dans une démarche forte et ambitieuse. Donc je suis vraiment là pour donner un retour d'expérience sur le chemin que Lafarge a pu vivre. La deuxième précaution oratoire, c'est que j'étais prévu cet après-midi sur les problématiques plus de management participatif, management directive, et que pour des problèmes d'agenda, j'ai dû demander à déplacer mon intervention et donc en changer le contenu et venir vous parler d'arbitrage. Et quand je me suis posé cette question d'arbitrage, je me suis souvenu d'une réflexion du directeur général de l'Algérie, Lafarge Algérie. J'étais parti en mission pour aider son comité de direction à s'installer. Et il m'avait dit, mon problème, on me demande de passer du temps sur la sécurité, on me demande d'être visible, d'avoir du leadership, et c'est un point sur lequel Lafarge insiste énormément. La sécurité, c'est l'affaire des opérationnels. Ils doivent être engagés et montrer un leadership visible et ressenti. Et cette personne me disait, voilà, mon problème, c'est que du temps, j'en ai pas. Des ressources, des capex, de l'investissement, des moyens humains, des recrutements, ça j'ai. Mais du temps personnel, j'en ai très très peu. Moi, c'est ma ressource rare, le temps personnel. On me demande de passer du temps sur la sécurité. Quel est, pour moi, le moyen le plus efficace d'être pertinent? Ce temps que je vais accorder à la sécurité, comment je peux faire en sorte qu'il soit vraiment impactant pour l'organisation? Et c'est une question que je pense tous les managers de Lafarge se sont posés lorsqu'on leur a dit passer du temps sur la sécurité. D'accord, moi j'en ai pas beaucoup, comment je rends ce temps impactant? Les réponses apportées par Lafarge, elles ont été de 3 niveaux, elles se sont affinées avec le temps. Il y avait la réponse immédiate qui était suite à un accident, soyez présents. Une réponse qui était ensuite de dire mais soyez présents sur le terrain, soyez visibles et soyez engagés auprès de vos équipes. Et puis au fil du temps, c'est devenu de plus en plus, mais soyez capables de reconnaître positivement ce que vos équipes font en santé-sécurité. Et on a insisté de plus en plus. Et on a eu ce cheminement-là. La première réponse d'être présent lorsqu'il y a un accident, je dirais que c'est la plus facile, parce que c'est complètement exogène. La personne, elle n'a pas à gérer son agenda, l'accident arrive, elle est prévenue, elle n'a qu'à réagir. Alors c'est ennuyeux, c'est embêtant, ça demande à déplacer les agendas. C'est quelque chose qu'on a imposé à nos managers, plus que, je dirais là, ça a été plutôt directif que participatif. Et donc nos managers ont réagi en cas d'accident. Ça a été extrêmement positif pour beaucoup d'aspects. La première, c'est une occasion pour les managers de montrer que la sécurité est une véritable valeur. De dire voilà pourquoi on s'occupe de sécurité, c'est parce qu'on s'occupe de la santé, de l'intégrité physique de notre personnel, des sous-traitants qui travaillent pour nous. C'est aussi un excellent moyen de former nos managers à la santé-sécurité. D'aller se confronter à ce qui se passe réellement sur le terrain, d'aller comprendre pourquoi on a des accidents. On passe je dirais que là, on tombe dans ce que M. Amalberti nous disait sur les mécanismes de compensation, le fait qu'on n'est pas dans un monde idéal. Le monde idéal, il est au niveau du comité de direction, il est autour d'une table quand on en discute. On doit faire ça, ça et ça et ça. Lafarge a défini très précisément comment gérer le travail en hauteur, qui était une cause première d'accidents mortels sur nos sites industriels. Ok, très bien. On a encore eu des accidents de travail en hauteur et les managers ont pu toucher du doigt les facteurs humains organisationnels. Et moi, j'ai vu un manager, directeur général de pays,
débriefer des accidents, il passait du temps, 1 heure, 1 heure et demie, et je l'ai vu vraiment affiner sa compréhension de la sécurité. Et ça a été extrêmement positif. Alors il y a un biais tout de même à cette intervention sur les réactions suite à un accident. Je dirais qu'il y a 2 biais. Le premier a été dit ce matin, le problème de fréquence et de gravité. C'est que les managers vont s'intéresser à ce qui est vraiment fréquent, et que dans la prévention, on a aussi intérêt à gérer ce qui peut être très très grave. À la phare, je sais quoi, c'est que typiquement on a énormément de coups de marteau sur les doigts, on a beaucoup de gens qui se déplacent et qui chutent et qui se font une entorse, ça on en a beaucoup. On a aussi des risques beaucoup plus importants de personnes qui interviennent dans des cabinets électriques, des personnes qui font de la maintenance sur des équipements qui peuvent être mal isolés. Alors juste une petite illustration, un comité de direction d'un pays a débriefé un accident avec arrêt, une personne qui ouvre la porte d'un atelier et qui se froisse un muscle parce que cette porte était défectueuse, et ça a été débriefé en comité de direction. Le même mois, lors d'un entretien, une grue avait touché des câbles électriques, les pneus avaient complètement fondu, pas d'accident corporel. On a de la chance aussi en santé sécurité. Cet accident-là n'a pas été débriefé au niveau du comité de direction. Et là, on se rend compte qu'il y a de la part du terrain une incompréhension sur est-ce qu'on passe son temps correctement ou pas. Et c'est une difficulté que j'ai à la Farge, de m'assurer que les managers vont débriefer les bons faits accidentels et non pas simplement ceux qui vont impacter leur bonus à la fin de l'année parce que ça rentre dans le taux de fréquence 1. Le deuxième biais, c'est que ces managers sont visibles sur les aspects négatifs. Ils sont visibles sur les aspects négatifs. Ils ne voient la sécurité que par le prisme de l'accident, que par le prisme de ce qui va mal. Et ça, ce n'est pas non plus très très bon. Vous voyez, je dis, on est multi-sites, on a 260 centrales à béton, 150 carrières, 160 carrières, 10 usines. Si vous vous rendez sur le terrain lorsqu'il y a un accident, typiquement, on voit quelqu'un du comité de direction sur le terrain quand il y a un accident. Et quand il n'y a pas d'accident, on ne le voit pas. Et les gens nous disent, mais vous parlez de tout ce qui va mal, vous ne parlez pas de ce qui va bien. Et là, on tombe dans ces problèmes de management participatif, d'appropriation du personnel. Alors, on a aussi demandé à nos managers d'être présents autrement que sur la réaction face aux accidents, d'être présents auprès du terrain, sur le terrain. Les démarches de discussion de sécurité, de safety context, de VFL, je pense que ça vous parle. Le fait qu'un manager va sur le terrain, il discute avec des opérateurs de la façon dont ils opèrent, il leur dit ce qui va bien, ce qui va pas bien, ils discutent de leur comportement dans une démarche que l'on veut constructive. Et ça, c'est encore quelque chose d'assez simple à mesurer parce qu'on donne des objectifs dans les 24 à faire dans l'année. On les suit, on a une base, donc c'est un processus, on a des indicateurs, ce qui permet de suivre. Donc là, les managers s'impliquent et on a vu un biais assez important qui pour nous est fondamental, qui s'est révélé être fondamental dans la présence d'un manager et ce que l'on attend d'un manager en santé sécurité. Je vais l'illustrer par une petite anecdote. J'étais en audit sur une usine et je discute avec un directeur de production qui me dit personnellement, 2 fois par semaine, je passe 1 heure sur le terrain et je ne parle que de sécurité. J'ai mon petit carnet, je parle de rien d'autre, je ne parle pas de coûts, je ne parle pas de maintenance, je ne parle que de sécurité. Et je lui dis parfait, excellent, très très bien. Et TN-1, qu'est-ce qu'ils font? Tes collaborateurs directs, que font-ils? Le blanc, incapable de répondre. Et aucun de ces collaborateurs directs n'était présent sur le terrain. Et là, on a eu une démarche globale, monde, chez la Farge, en se disant, le leadership, il s'exerce d'abord sur mon N-1, sur mon collaborateur direct. À moi de m'assurer que mon collaborateur direct, excusez-moi, est vraiment engagé, impliqué en sécurité. Que je définisse bien les attentes que j'ai vis-à-vis de ce que je veux qu'il fasse, et que je m'assure qu'il le fasse. Et que je sois capable de le mentorer, de le tutorer et de l'accompagner pour m'assurer que lui aussi, quand il est sur le terrain, il va être présent, efficace et passer les bons messages. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste maintenant et je crois que c'est un des enseignements clés du cheminement qu'on a eu à la Farge, de se dire que le leadership, on doit d'abord l'appliquer sur CN-1
Il faut respecter cette cascade et s'assurer que voilà, on délègue correctement et on s'assure que nos N-1 sont présents et efficaces sur le terrain. Le dernier point sur lequel je voulais parler, et je terminerai avec cela, c'est sur la reconnaissance positive. Sur le fait que pour que le temps passé par nos managers soit le plus efficace possible, il faut être capable d'être dans l'accompagnement positif, la reconnaissance de ce qui se passe bien, mettre en valeur ce que les gens font, qui ont des conséquences positives, et ne pas simplement être là pour régler les problèmes. Et on est persuadé, et pourquoi que c'est important et pourquoi on l'est, parce que quand on voit les entités, les secteurs, les zones sur lesquelles on a de bons résultats, un des points communs, c'est cela. Un des points communs, c'est le fait que le directeur, il a défini ses attentes, il est prévenant vis-à-vis de ses N-1, voilà. Les accidents sont pris avec sérieux, mais il y a cet aspect extrêmement positif qui est aussi pris en compte, d'être capable de reconnaître les équipes et de récompenser. Et récompenser, c'est pas forcément de l'argent. C'est un mot, c'est un merci, c'est de prendre une situation dangereuse, de vérifier qu'elle est traitée, une fois qu'elle est traitée, d'aller dire merci, d'aller sur le terrain et dire bah voilà, vous avez fait ça, c'est bien, c'est d'aller après un chantier important, récompenser parce que ça s'est bien passé, parce que les audits ont été faits, que le chantier a été tenu proprement. Et c'est pas du tout, c'est pas évident, c'est pas notre culture, parce qu'on est plutôt dans la culture de la norme idéale, et quand on cherche la norme idéale, ben on va voir là où c'est pas bon, et on dit, ben attendez les gars, corrigez ça, corrigez ce qui n'est pas bon. Et généralement, quand on est un groupe de Français et qu'on leur demande, bon voilà, dites-nous les forces et les faiblesses, bon, les faiblesses, elles remontent très facilement, elles sont longues comme ça, et puis à la fin, vous dites, mais est-ce qu'on a aussi des forces quand même? Et c'est un peu plus dur de les sortir. Et une fois qu'on a les forces et les faiblesses, les gens disent, ok, bon alors on va faire un plan d'action pour réduire les faiblesses. Et ben non, on peut aussi s'appuyer sur nos forces. On peut aussi s'appuyer sur nos forces. Et juste pour terminer, pour illustrer cela, un de nos managers a décidé de ne plus se rendre immédiatement sur les sites lorsqu'il y a un accident. En revanche, il attend que l'accident soit analysé, qu'un plan d'action soit fait, que le plan d'action soit réalisé pour se rendre sur le site et dire aux équipes: est-ce que la situation est traitée? Est-ce que maintenant vous êtes sûr que cet accident ne peut pas se reproduire? Et dire aux équipes, mais vous savez que ce que vous avez fait là, ça nous a inspiré ailleurs et on en a tiré des enseignements clés. Donc cet accident nous a permis de nous améliorer aussi sur d'autres sites. Et voilà comment, pour boucler la boucle, je dirais, ce manager passe un temps vraiment efficace en montrant que la sécurité, ça a de la valeur parce que quand il y a un accident, on s'en préoccupe, et en même temps en étant capable de récompenser ses équipes, en s'assurant que l'accident va avoir des causes réglées, et en allant récompenser les équipes qui ont mis en œuvre ces actions. Voilà, donc juste ce retour d'arbitrage, ce retour d'expérience, je pense que tous, on demande beaucoup à nos managers. On vit une situation économique qui est difficile, on vit des transformations importantes à la Farge, on leur dit mais restez présents sur la sécurité, et là oui, safety first, mais sur le terrain les gens ne comprennent pas qu'on vienne leur parler que de sécurité quand le marché baisse, quand la rentabilité baisse, quand il y a des problèmes de production, quand il y a des problèmes techniques. Et donc, il faut que les managers soient capables de bien doser le temps qu'ils vont passer à la sécurité et le faire de façon la plus efficace possible. Donc vraiment, un retour d'expérience, je ne fais pas de théorie à tirer de cela. Mais voilà, ces points, être positif et surtout s'occuper de ces N-1, je pense que s'il y avait deux choses à retenir, c'est peut-être ces messages-là. Je vous remercie pour votre attention. Je souscris à ce que vous dites. L'important, c'est de parler de ce que l'on voit, de difficultés, de la complexité auxquelles les opérateurs font face.
quand je disais que sécurité, c'est de partir sur le terrain avec cette optique-là, de vraiment partir sur cette optique-là et de se dire, voilà, si on pose une question sur des plannings, sur des problèmes ou n'importe quoi, non, je suis là avec cette optique de sécurité, d'aller comprendre les difficultés auxquelles les opérateurs sont confrontés. Et la question qu'on demande à nos managers de poser sur le terrain, c'est pas est-ce que vous travaillez en sécurité, parce que généralement la réponse est oui. C'est d'abord qu'est-ce que vous faites, et ensuite est-ce que c'est facile, est-ce que c'est difficile, est-ce que ça pourrait être plus facile. Et là, généralement, il y a des réponses qui sont beaucoup plus pertinentes. J'aurais de multiples exemples à vous donner sur voilà, des réactions où vous venez comment rendre le travail plus facile, ce qui le rend de toute façon plus sûr. Je vais esquiver la réponse. Esquiver la réponse, on n'a pas donné de pourcentage. La question difficile étant comment mesure-t-on le temps réellement passé par un manager sur la sécurité. Et je reviens sur la remarque très pertinente qui vient d'être faite. Sur le granulat, on a énormément progressé en santé et sécurité le jour où on a décidé que tous les entretiens se feraient une fois par semaine. On allait arrêter nos installations et qu'on ferait tous les entretiens une fois par semaine. Et c'est un progrès fantastique qu'on a fait en santé et sécurité parce que les interventions étaient programmées, qu'elles étaient beaucoup mieux préparées, que les managers y passaient du temps. Est-ce que c'est du temps consacré à la sécurité ? Non, c'est du temps consacré à faire correctement une opération de maintenance. Donc, oui, on leur demande de passer du temps en termes d'animation santé-sécurité. Maintenant, leur temps ne se limite pas à ça, parce que la sécurité, c'est avant tout une manière de faire plus qu'une activité en soi qui prend du temps. Cela dit, réagir face à un accident, c'est important. Moins on en a, mieux on se porte. Moins on sauve du temps de nos managers. Il reste toujours des situations dangereuses à traiter. Donc, oui, les managers passeront toujours du temps sur la santé-sécurité. Sur des activités purement de santé-sécurité, d'analyse de presque accident, d'animation, de passer des messages, de rappeler les règles, de formation, ou alors de réunion sécurité. Mais désolé, non, je ne suis pas de... Ce qui a été réalisé sous l'impulsion du consultant qui nous accompagnait, qui était de fixer ses engagements et ses attentes. Et de dire à son N-1, ben voilà, je m'engage à cela. Je m'engage à te soutenir si jamais tu prends une décision basée sur la sécurité. Je m'engage à t'accompagner et puis te donner du temps pour te former sur la santé-sécurité. Je m'engage à différentes choses. Et en retour, j'attends de toi que tu passes du temps sur la santé-sécurité, que tu ailles sur le terrain, que tu discutes. J'attends de toi que tu sois réactif sur les situations dangereuses, que tu demandes à des équipes d'en remonter. J'attends de toi que tu organises régulièrement des ateliers avec tes N-1. J'attends de toi que tu supervises, que tu passes du temps sur le terrain avec tes N-1 pour les accompagner. Donc c'est un premier exercice qui était assez formel, donc qui a eu son impact au moment où on l'a fait. Derrière, je dirais que ça se traduit par simplement gérer la sécurité et puis gérer une organisation, c'est très similaire. Si on gère correctement la sécurité, on gère correctement une organisation. Être capable de donner à quelqu'un, de bien expliquer son rôle, ce que l'on attend de lui, être capable de l'évaluer sur ses performances, être capable de lui faire un retour, non pas une fois dans l'année, en février, parce qu'on a un papier à remplir, mais de façon régulière, de passer du temps avec son N-1 une fois par mois, et de discuter en disant, bah voilà, est-ce que tu as éprouvé des difficultés, est-ce que tu as des remarques à faire remonter,
j'ai vu que la dernière fois tu as fait un audit, ça s'est pas très bien passé, donc la prochaine fois on ira ensemble et puis je te montrerai comment faire un audit comportemental. Donc d'entrer dans cette, comment dire, le rôle d'un leader, le rôle d'un manager, de développer les compétences de son N-1 pour s'assurer qu'il a les moyens de tenir efficacement le rôle que l'organisation lui assigne. Moi, j'ai été extrêmement intéressé par la présentation ce matin de M. Amalberti, excusez-moi d'écorcher votre nom, sur ces phénomènes de compensation, parce que la remarque que je pourrais faire, c'est que les compensations, elles ne se font pas autour d'une table avec les 4 directeurs. C'est très très rare. C'est très très rare qu'on ait... Oui, ça arrive, mais les compensations, elles se font au quotidien, elles se font extrêmement fréquemment, et on n'est pas toujours, nous, autour de la table pour aller défendre l'aspect sécurité. Et ces compensations, je suis persuadé que nos opérateurs, nos managers, ils les gèrent, nous on appelle ça les paradoxes. On appelle ça les paradoxes. Un manager, il est là pour gérer des paradoxes, pour faire des compromis, et il a à les faire très fréquemment. Et l'important pour avoir une organisation sûre, c'est de s'assurer que, voilà, et gérer les paradoxes, les managers sont capables de le faire, ils le feront correctement, en gardant à l'esprit l'aspect santé-sécurité. Merci.